Bonjour, quel plaisir de vous retrouver. Voilà, c'est une série d'entretiens que je vous propose. J'ai commencé il y a quelque temps sur ABC Talk. Donc vous pouvez retrouver tous ces entretiens sur les réseaux sociaux. Et puis la petite idée que j'ai eue, je ne sais pas si vous étiez là les fois précédentes, mais c'est que je voulais commencer cet entretien par dire merci. Voilà, merci parce que j'ai depuis une trentaine d'années, j'ai côtoyé des artistes, des gens. Parfois, j'ai pas eu le temps de leur dire merci. Vous n'avez pas eu forcément l'occasion ou la possibilité de leur dire merci. Eh ben, moi, je vais me servir d'ABC Talk pour être un messager. Voilà. Et aujourd'hui, ben, je vais dire merci, Frédéric Zetoun. Merci Thierry, c'est moi qui vous dis merci. Comment tu... On va se dire tu, hein, On se tue, Frédéric. d'accord. Comment tu réagis quand je te dis merci? Quand ça vient de toi, ça me touche. Je ne sais pas pourquoi tu me dis merci. Moi, je sais pourquoi je pourrais te dire merci Ouais, à plus d'un titre, mais ça me touche. Ça me touche, je ne sais pas, je pense que j'ai dû faire quelque chose de bien si on me dit merci. ouais. Sinon, tu ne m'aurais pas dit merci, tu Tu m'aurais dit acceptes dehors. ça sans problème, il n'y a pas de... Oh non, ça fait toujours plaisir. Ça fait toujours plaisir quand quelqu'un te dit merci. Après, tu veux savoir pourquoi. Il y a tellement de gens qui nous en veulent, on ne sait pas pourquoi, que quand on te dit merci, tu as très envie Bon, de moi, je piquer. vais te Et puis dire, quand ça vient de la part d'un ami, surtout. je vais te dire merci d'abord parce que pour le coup, on se connaît. Il y en a que je ne connais pas, il y en a que je connais un peu. Frédéric, on partage On se des connaît moments bien. très très sympas ensemble. On s'est rencontrés sur le plateau de Télématin Oui. avec William Lémergie. Et je suis époustouflé, étonné, émerveillé par ta force, par, ta, Ça me par ton touche. caractère, par cette, cette dignité, euh, ce côté dérisoire que tu promènes Ça me- dans ton fauteuil Oui, d'artiste. d'artiste. Et je C'est- suis, et j'ai jamais pu te le dire, je t'ai jamais dit ça. Non, et puis Quand- quand- puis c'est pas dans nos. On rigole toujours quand on se voit. On rigole ouais, toujours. Et c'est marrant ce que tu me dis là. Moi, je te l'ai pas dit non plus. Mais on va pas s'envoyer des ouais, fleurs pendant une heure. Mais moi, un jour, j'ai lu un livre qui s'appelle Je suis né à 17 ans. ouais, Et le mec que je voyais le matin, puisque tu étais très souvent pendant toutes les vacances scolaires, c'était toi qui ouais. remplaçais William. Et on a souvent rigolé ensemble, on a souvent déjeuné ensemble. Et on a toujours tourné, je crois que c'est notre politesse à tous les deux, on a toujours tourné tout à la dérision. Souvent, Ouais, souvent, on est parti sur des fous rires à table, qui faisaient rire que nous d'ailleurs bien souvent. sûr. Et quand j'ai lu ton livre, j'ai compris pourquoi tu ris. J'ai compris en quoi l'humour était ta politesse. Ça Et serait, j'ai vraiment senti ça. ça serait un de nos points communs. Ah, c'est, je crois, notre point commun. Et le deuxième point commun, c'est l'amour de la chanson. Ouais. Si je te dis, si je dis aux amis qui nous regardent là, que normalement tu dois pas être là. Non, je ne devrais pas être là. Je devrais pas être là. Enfin, je devrais pas être là. Il semblerait qu'il y ait quelqu'un là-haut qui a voulu que je le sois. Enfin, il y a d'abord mon père qui a, qui a voulu que je le sois. Et mon père et ma mère, à l'origine, je dis souvent que mes parents m'ont donné la vie et que ma mère m'a donné la vie et que mon père m'a redonné la vie. C'est-à-dire que je suis né effectivement en Tunisie en 1961. La Tunisie était déjà indépendante puisque Habib Bourguiba avait déclaré l'indépendance de la Tunisie en 56, de mémoire, c'est 56. En 61, beaucoup de médecins étaient déjà partis, il y avait plus grand monde. C'était pendant les événements de Bizerte, donc il y avait une espèce de guerre civile sur le territoire tunisien. Et mes parents avaient pensé à un moment quitter la Tunisie pour venir en France, qu'ils ne connaissaient pas. Et puis je suis né en juillet 61, puis il y a eu un petit problème à la naissance, et les médecins ont dit à mon père, ma maman, elle a mis 20 heures pour me sortir. En fait, les médecins ne comprenaient pas, ils voulaient que je pousse. Ils voulaient que je pousse, mais pousser avec les jambes quand on n'a pas l'usage de ses jambes, parce que j'étais paraplégique de naissance. Donc un mec, enfin un médecin, je ne sais pas s'il était vétérinaire ou médecin, qui a eu la bonne idée d'aller chercher des forceps. C'est ce qui a surtout sauvé la vie de maman, parce que je pense qu'elle n'aurait pas pu survivre. Et donc je suis né, et à l'âge de 8 jours, mon père m'a pris sous le bras, et les médecins en Tunisie lui avaient dit ne le déclarez pas, on va s'en occuper. Et mon père a dit vous s'occuper de quoi? Donc non, 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 non. Donc il m'a pris sous le bras, il est venu à Paris, il connaissait de la France, ils étaient venus en voyage de noces avec maman. Ils avaient été allés voir, ils étaient venus pour voir Maurice Chevalier à l'Alhambra.
en 1950. Ah là là. En 1950, l'année de leur mariage. Et papa avait un frère, un jeune Regarde, frère. ils sont là. On les a. Regarde, Ah oui, ils sont là tous les deux. ah oui, les voilà. Voilà, à Les droite, voilà, les voilà. voilà, les voilà, je les vois, Voilà. je les vois. Et donc, il avait un frère qui faisait des études de médecine. Il trouvait que les études de médecine de mon oncle étaient longues. En fait, mon oncle était. Et mon oncle, en fait, mon père et son papa travaillaient dans une petite échoppe. Il avait un petit commerce en Tunisie pour envoyer de l'argent à son frère pour qu'il fasse des études de médecine. Mais il trouvait que c'était un peu long. En fait, il faisait beaucoup d'études de théâtre. Et on l'avait surnommé le Pariscope. Il était éternel étudiant en première année, ce tonton. Il était étudiant éternel en première année. Et donc, mais il avait quand même eu la bonne idée de noter le nom d'un professeur en orthopédie. Et je suis arrivé à l'hôpital Bretonneau. Le médecin a dit à mon père, écoutez, franchement, là, il y a une chance sur deux. On le tente demain, on opère. Il faut qu'on opère. C'est même un miracle qui n'ait pas fait de septicémie encore. En fait, ils ont refermé. J'avais le dos ouvert, quoi. J'avais la colonne vertébrale ouverte. Et donc, voilà, on ne va pas faire pleurer dans les chaumières. Il y avait deux gamins opérés ce matin-là. Et moi, mon chiffre préféré, c'est le numéro 2. Et je vais t'expliquer. Ouais. Le premier, il n'est pas là, il n'est plus là. Et le deuxième, j'avais tiré le bon numéro. Le deuxième, et ben voilà, on est là pour en parler aujourd'hui. C'est les miracles de la vie. C'est incroyable. Et ça te permet évidemment de penser à ton père, à ta mère, qui ont une force incroyable. Un amour. Je leur dois tout. Tout. Ce que je suis aujourd'hui, c'est eux. Je pouvais pas mieux tomber que dans cette famille-là. Avec mon papa et ma maman qui ne sont plus là, mes deux grandes sœurs qui sont toujours là et qui sont ô combien importantes pour moi. Et je ne pouvais pas tomber mieux. C'est-à-dire qu'il y a eu une espèce de chaîne d'amour. C'est-à-dire que j'étais pas le troisième enfant différent. J'étais le petit frère, le troisième. Ils avaient eu 2 filles. Ils avaient tenté un troisième billet gagnant pour avoir un petit garçon. Le petit garçon n'était pas exactement comme il l'aurait souhaité. Enfin, voilà. Et j'étais vraiment porté par l'amour de 4 personnes. Et tout ça, c'était la famille. Ça, c'était l'amour, où il n'y avait pas de différence et tout ça. Au contraire. Est-ce que la différence, tu l'as ressentie à un moment donné, en classe oui. Est-ce que là on peut dire que... À l'adolescence, j'ai une adolescence que je ne souhaite pas à mon pire ennemi. Le plus grand salopard du monde, je ne lui souhaite pas l'adolescence que j'ai eue. Ça a été très dur. En fait, à l'époque, mes parents étaient précurseurs. En se battant, ils ont réussi à me faire inscrire dans des lycées dits normaux. J'ai compris depuis que le mot normal, ça ne voulait rien dire. Hein. Ouais. Comme les autres est normal, ça, j'ai vraiment compris que ça ne voulait rien dire. Et donc voilà, j'ai été inscrit, mais un petit peu comme un auditeur libre, quoi. J'avais pas le droit d'aller en récréation. Il n'y avait aucune infrastructure. On était à Aulnay-sous-Bois. L'école communale, à la petite école, ça allait très bien. Les gamins étaient très mignons. En primaire, ça commençait à être dur. Alors, mon Dieu, à l'adolescence, et pour cause, à l'adolescence, déjà, les gamins ne se supportent pas eux-mêmes. Et comment tu veux demander à des gosses qui ne se supportent pas eux-mêmes de... En fait, j'étais un porte-manteau à fantasme, un porte-manteau à colibé. J'en ai pris, mais plein la gueule, franchement. C'est important ce que tu dis. Tu le racontes dans ton livre, Frédéric Zetoun, Fauteuil d'artiste. Là, on te voit aller en classe. Tu as une bonne tête à claque, hein, quand même. De premier de la classe. Avec des petites lunettes. Et alors ça, faut que tu m'expliques, parce que tu fais mon admiration et tu vas certainement faire celle de ceux qui sont concernés et qui nous regardent. Je marchais avec des béquilles et des appareils de marche. Ça, c'est le jour de ma bar mitzvah. Ouais. J'ai 13 ans, on est devant la synagogue de la rue de la Victoire, où le grand rabbin Kaplan vient de me faire célébrer. Et ma bar mitzvah, c'est l'équivalent de la communion. Et donc, moi, je marchais avec des cannes et des appareils de marche. Et à 18 ans, une fois que c'était le seul moyen que j'avais pour pouvoir monter les marches et pour pouvoir aller en cours, quoi. Et à 18 ans, le jour où j'ai eu mon bac, pour mes parents, c'était important. Cette verticalisation était importante. C'est ça qui est incroyable. J'étais debout. Ok, je marchais avec des cannes. Et moi, c'était un enfer. Enfin, c'était un peu Robocop, quoi. J'ai les appareils de marche et tout. Je pouvais pas aller m'acheter une paire de baskets. Je pouvais pas aller m'acheter un jean. J'étais habillé sur mesure avec des pompes orthopédiques. Enfin, c'était lourd à porter. Et à 18 ans, une fois que j'ai eu mon bac, j'ai dit, papa, maman, voilà, vous avez bien vu, j'étais debout jusqu'à 18 ans. Maintenant, c'est fauteuil, basket, jean, drague, voyage et permis de conduire. Et voilà, ça s'est fait comme ça. Mais c'est ça qui est incroyable pour celles et ceux qui nous regardent et qui sont en fauteuil et qui parfois rêveraient
D'être debout, c'est important. Tu as choisi, toi, ce moyen de te déplacer, Parce que c'est... tout en sachant que je me Oui, suis cassé une fois le pied, j'ai été personne à mobilité réduite, j'ai vu ce que c'est la complexité, et on en c'est pas reparlera simple, c'est pas peut-être. simple. Mais Pour c'était... toi, c'était mieux d'être en fauteuil. Bah, honnêtement, j'étais tellement mal à l'aise avec ces appareils de Ouais. marche, je me sentais tellement pas libre. Et puis je voulais faire de la scène, et puis je commençais à faire un petit peu de Ouais. cabaret, de café-théâtre, et je voulais passer mon permis de conduire. Et je me suis dit, allez, avec un permis de conduire et un fauteuil roulant, je serais plus autonome qu'avec ces cannes. C'était vraiment Robocop, hein, je t'assure, c'était... encore une fois, il ne s'agit pas du tout de faire pleurer dans les chaumières. Franchement, j'ai eu plutôt une vie jusqu'à présent extrêmement heureuse, vraiment. Mais c'est vrai que là, c'était compliqué. Il fallait que... je pensais pas faire cette association d'idées c'est en t'en parlant que ça me vient. Il fallait que je fende l'armure. J'étais vraiment dans une armure. J'étais droit avec, tu sais, avec des articulations. Un peu pour faire plaisir à papa et maman. Oui, et surtout pour pouvoir aller en cours. Eh oui. Et au lycée Jean Zay, au lycée Jean Zay à Aulnay-sous-Bois, rien n'était adapté. Il n'y avait pas d'ascenseur, il n'y avait rien du tout. Donc pour pouvoir aller en cours, il fallait que je tienne la rampe d'une main, que je monte avec mes cannes. Mais à quel prix? Enfin, tu vois, Et comment c'était perçu par les autres? Oh, c'était pas les années les plus heureuses, Non. honnêtement. Moi, j'ai vraiment commencé à comprendre que j'avais une chance de pécho, une chance de draguer quand je suis parti aux États-Unis. Aux États-Unis, j'ai vu ce que c'était que le droit à l'indifférence. C'est-à-dire que moi, je revendiquais le droit à la différence. C'était compliqué avec les petites copines et tout ça. Jusqu'en terminale, c'était pas simple. Et puis, après le bac, si, j'étais allé d'abord en Angleterre, où j'avais vu qu'il y avait un autre regard là-dessus, à la fin de la première. Et puis, à la fin de la terminale, j'ai pris mon sac à dos et je suis parti aux États-Unis. Alors, parlons-en parce que je crois que quand tu annonces ça à tes parents, Ils le c'est prennent. comme un tsunami. C'est un tsunami, mais j'en avais besoin, il fallait que je parte. Il fallait que je parte. Cette charge d'amour était à la fois essentielle pour moi, elle m'a aidé à me construire, et puis à un moment, il faut partir. Il faut partir pour mieux revenir, mais il faut partir. J'allais pas repartir encore une année en Espagne avec eux, quoi. Tu vois, je pouvais pas. Donc j'ai Ouais. pris mon sac à dos et je suis parti aux États-Unis. Et là, j'ai vu ce que c'était qu'un non-problème. J'ai vu des gens le matin dans le métro new-yorkais aller bosser avec leur attaché-case sur les genoux, en fauteuil roulant, et ils allaient avec la cravate, le cadre supérieur ou le cadre moyen qui est... Donc, excuse-moi, là, on est Je dans t'en les prie. années On 80. est exactement en 79. Ouais. Dans toutes les rues de New York, il y a une chanson qu'on entend à tue-tête qui s'appelle Born to Be Alive, Incroyable. de Patrick Hernandez, qu'on entend partout. C'est la mode dans les boîtes de nuit, on danse avec des roulettes. On danse avec des patins roulettes. Donc, je rencontre une charmante demoiselle qui me dit, en fait, et tu descendais sur la piste de danse avec un toboggan, par le biais d'un Oui, oui, toboggan. Et donc, elle me prend, elle me jette sur le truc. Et une fois en bas, ils étaient tous avec des roulettes. Moi, j'étais avec mes roulettes. Donc, Mais tu respires, quoi. là, je Là, vis. Là, je vis. là, tu vis. Là, je vis. Là, je vis et je me dis, donc c'est possible. Et t'as pas ce regard en biais, t'as pas ces questions. Quand tu rentres, déjà en 79, quand tu rentres dans la majorité des établissements publics, des établissements qui sont donc censés pouvoir recevoir tous les publics, à bon entendeur, salut, aux États-Unis, tu ne te demandes pas si tu vas pouvoir aller aux toilettes ou pas. C'est accessible. C'est accessible. Je me rappelle des mecs. What a shit, quand je demandais si les toilettes étaient accessibles. What a shit question. Et quelle question de merde. Ben, si on n'était pas accessible, on ne serait pas ouvert. Incroyable. Ça change tout quand même. Hein. Et je ne pense pas que les Américains ou que les Canadiens aient le gène de l'handicap friendly. Je pense juste qu'ils respectent la loi et que tous les publics doivent et qui veulent tes dollars. Que les mecs, ils veulent que tu puisses venir consommer. Bien sûr. Et comme tu dois venir consommer, il faut que tu puisses aller aux toilettes, il faut que tu puisses aller partout. Et ta vie personnelle, c'est ça qui est merveilleux. Parce que tout à l'heure, tu parles de respirer, la drague et tout ça. Et ça marchait. C'était. Ah bah là, en rentrant des États-Unis, je ne suis plus le même. Alors en France, ça reste un peu compliqué, mais je sais que c'est possible. Je sais que c'est possible et qu'il faut juste le vouloir. Donc à partir de là, je m'inscris en fac de droit pour rassurer mes parents. Ouais. J'étais dans une famille, il fallait faire juif séfarade. Tu fais Ouais. médecin ou avocat, mon fils, tu vois, donc, C'est ça. donc Eh oui. médecin, je me dis que non. Alors, artiste, c'est passé comment? Ah, c'était compliqué. Mais bon, il me prenait un peu pour un fou, mais c'était compliqué. Il me prenait un peu pour un fou.
Du moment que j'étais en fac de droit, bon, il se disait au moins il aura un diplôme, il pourra faire quelque chose. Tu n'as jamais... c'est merveilleux parce que c'est vraiment une conversation qu'on n'a pas quand on déjeune Non, ensemble. non. Les complexes, J'en ai eu, bien sûr que j'en ai eu. Mais Mais comme tout un chacun. t'as toujours eu le courage d'aller de l'avant, quoi. Bah, Quand des tu vois une jeune complexes. fille qui... Ah, moi, j'ai pas de doute. À ce moment-là, j'ai pas de doute. ah, c'est formidable. À ce moment-là, j'ai aucun doute parce que je comprends pas. J'ai tellement pas intégré ma différence, je ne l'ai tellement pas acceptée à l'époque, surtout. Je ne l'ai pas acceptée, donc je ne l'ai pas intégrée. Je suis, à l'époque, à 20 ans, je te dis, mais moi, je suis comme tout le monde. C'est quoi le problème? À l'époque, j'ai une voiture, je refuse de mettre le macaron GIC sur ma voiture. Ça va loin. Je ne veux pas que ma voiture soit différenciée des autres. Donc GIC, c'est... Grand infirme civil, et ça te permet surtout de pouvoir te guérir un petit peu n'importe où sans avoir de PV. Je paye mes PV. Je préfère payer depuis j'ai changé. Hein. Mais pour te dire à quel point j'étais taré, quoi. Je ne voulais pas qu'il y ait de différence. C'est-à-dire que cette différence ne devait pas exister. Donc, et quand on me disait, oui, mais enfin, non, quoi, je comprends pas. Donc, il y avait cette... mes parents se sont tellement convaincus que je n'avais pas de différence, d'handicap, ils ont fini par m'en convaincre. Après, j'ai appris à l'accepter et à mieux le digérer et à le porter dignement. Mais à l'époque, à 20 ans, je ne comprends pas. Quand on me parle d'handicap, pardon, j'étais même un petit peu agressif. Ouais. Je riais tout le temps. Tu sais, les gens qui rient tout le temps, c'est toujours suspect. Hein. Je riais tout le temps, j'allais bien, il fallait que je montre que j'aille bien. C'était ma défense. Ouais. Et donc, à l'époque, handicap, je veux même pas l'entendre, ce mot. C'est marrant, c'est tu m'amènes à Alménade, mais on est dans le cabinet d'un psychanalyste, docteur. Tu verras, c'est pas très très cher en plus. Donc, Non, ça va. Tu prends la carte bleue. Si tu acceptes la carte bleue, ça va. Tu pourrais ou tu as été quelque part un messager, un porte-parole, ou tu Je le suis préfères plus rester maintenant. discret? Je suis plus maintenant, depuis quelques années, parce que j'en ai vraiment marre. Et depuis quelques années, oui, et grâce à ce bouquin, j'ai pu être reçu par certaines personnes, notamment Madame Macron, qui m'a très gentiment reçu à l'Élysée. Voilà, aujourd'hui, j'ai envie d'en parler parce que c'est pas juste. Parce qu'on est 12 millions de personnes, entre les personnes en situation de handicap définitive et les situations temporaires. Tu me parlais de t'être cassé le pied il y a pas très longtemps, il y a quelques années. On est 12 millions. Et puis, on va vers une population de plus en plus vieillissante. On se doute bien qu'à 90 ans, les gens ils vont peut-être pas gambader comme des lapins. Aujourd'hui, en France, on a un vrai retard là-dessus. On a un vrai retard sur l'urbanisme. Le problème, c'est pas le problème de soi à soi, c'est un problème qu'on a tous, grand, petit, blond, brun, chauve, voilà. Le vrai problème aujourd'hui, c'est que c'est la cité, la ville, et le manque de prise en considération dans cette ville de la différence qui fait qu'on est handicapé. On est surhandicapé au quotidien. Et ça, il y a un moment où ça commence à vraiment fatiguer. De voir qu'aujourd'hui, en 2023, la seule ligne de métro qu'on puisse prendre, c'est la ligne 14. Il y a une ligne. Attendez, il y a la ligne 14. Oh là, attendez. C'est la fameuse ligne automatique. Il faut habiter, travailler, se marier, dîner, voilà, sur la ligne 14. Si tu habites sur la ligne 13, tu as tout faux. Voilà. Ça suffit. Des dérogations. Il y a une loi qui a été votée en France en 2005 qui demande la loi Chirac sur l'accessibilité universelle. C'est aussi étonnant de noter que le seul président de la République à ce jour, et je le dis haut et fort, pas sûr que c'est beaucoup plu à certaines personnes d'entendre ça, mais c'est pas grave. Le seul président de la République, quelles que soient nos convictions politiques, qui ait fait bouger les choses à ce jour, enfin qui a tenté de faire bouger les choses, parce que cette loi n'est pas appliquée, c'est quelqu'un qui était touché en sa chair et en son sein. La fille de M. Chirac, la fille de Jacques et de Bernadette Chirac, était en fauteuil roulant, Laurence. C'est le seul qui a pondu cette loi de 2005, intimant l'ordre à tous les établissements publics d'être aux normes. Cette loi, aujourd'hui, 20 ans après, 18 ans après, 2005-2023, 18 ans après, cette loi n'est pas respectée. Cette loi n'a aucun pouvoir coercitif.
on donne le droit à ces gens-là de payer des amendes, d'avoir des dérogations. On donne des dérogations à tour de bras. Cette loi n'est pas respectée. C'est scandaleux. Quand tu vois un restaurant où il y a eu des travaux, ça m'est arrivé il y a quelques mois, un restaurant qui est en bas de chez moi, où tu vas et où tu dis, alors donc vous avez fait des travaux, donc maintenant les toilettes, je vais enfin pouvoir y aller. Oh ben non, on n'allait pas condamner 4 tables pour des gens comme vous. Puis vous savez, des gens comme vous, on n'en voit pas beaucoup non plus. Hein. Mais je dis, vous savez, si vous étiez aux normes, peut-être que vous en verriez plus. Et c'est la poule et l'œuf. Bien sûr. Par contre, ma carte bleue, là, vous l'avez bien vue. Là, depuis des années, vous l'avez bien photographiée. Regardez-la bien, c'est la dernière fois que vous la verrez. Est-ce que tu penses que les hommes politiques de quelque bord qui soient devraient, quelle que soit leur affectation, leur portefeuille, Bien sûr. vivre la vie de tous, un jour, une semaine? Ça, j'y crois pas beaucoup. Le côté gadget, moi, j'ai été interrogé la semaine, il n'y a pas très longtemps, chez quelqu'un que je sais qu'on aime beaucoup en commun sur France Bleu, Wendy Bouchard, Oui, qui m'a fait réagir aux images du président de la République qui faisait du basket en fauteuil roulant. Moi, je suis très content qu'il fasse du basket en fauteuil roulant, qu'il fasse du ping-pong en fauteuil roulant, du tennis en fauteuil roulant, du macramé en fauteuil roulant. Il fait tout ce qu'il veut. Surtout, qu'il fasse appliquer les lois. Parce que ça, pour moi, c'est de la clownerie. Je suis désolé, c'est du marketing à 2 balles, c'est de la com. Surtout qu'on fasse appliquer les lois. Les lois aujourd'hui ne sont pas appliquées. Il y a des gens... On a pu fermer le monde entier pendant 2 ans. Quand les gens ont eu peur pour leurs petits poumons, on a pu fermer le monde entier pendant 2 ans. Aujourd'hui, on ne peut pas mettre au pas quelqu'un qui se joue de la loi. Non, mais j'ai payé une amende, je m'en fous. C'est pas une amende qu'on doit payer. C'est juste faire en sorte qu'une personne en situation de handicap, je dis bien en situation de handicap et pas handicapée, il y a une vraie différence pour moi, puisse pouvoir aller et venir. Là, dans la Déclaration des droits de l'homme, la liberté d'aller et de venir, elle est inscrite à l'article 2, à l'article 4. Nous, aujourd'hui, on est quelques millions à ne pas pouvoir aller et venir. Et ça, oui, alors si tu me demandais si de temps en temps je me fais un peu le porte-parole, oui, parce que ça m'agace. Mais à part ça, tout va bien. oui. Non, c'est formidable de pouvoir parler parce que, comme je te le rappelle, ce merci que je t'adresse me permet de m'adresser également Bien à sûr. celles et à ceux qui sont concernés et qui nous pensent, écoutent. Et qui pensent qui nous voient. exactement comme toi. Je voudrais saluer Sébastien. Sébastien, c'est un monsieur formidable qui s'occupe d'une association qui s'appelle Média Handicap. Oui. Voilà, et je crois qu'il a beaucoup d'amis et il s'occupe des Bonjour, champions Sébastien. de la vie. D'accord. Voilà. Il les appelle les champions de la vie, je les embrasse très très fort et ils font un travail et je crois que tu viens de dire exactement ce que Sébastien pourrait dire et voilà, je tenais à lui envoyer ce petit message et à embrasser tous les champions de la vie. Bon, alors maintenant on va passer aux choses sérieuses. Ah, on va rire. Ah bah, et oui. Bon, alors on sait que ton père et ta mère, médecine, avocat, c'est bien. Voilà. Qu'est-ce que tu veux Écrire des chansons. Ah. Oui, d'accord. Oui. Va dans ta chambre. Ça commence un peu comme ça. Tu commences à écrire quand? À 11 ans, 10-11 ans, j'écris des trucs, j'écoute ce qui passe à la radio. Les vedettes de l'époque, c'est les chanteurs à minette qu'on a tous connus, c'est les mecs avec des colpelles à tarte et des pompes à bascule. Et donc je fais de pâles copies j'ai un petit harmonium et je fais des pâles copies de Frédéric François, des pâles copies de gens comme Jackie Reagan, Christian Adams, ce qu'on appelait les belgeries, Crazy Horse, tous ces mecs qui arrivaient de Belgique et qui chantaient des chansons. Il y avait 3 mots dedans, c'était amour, toujours, ça rimait d'ailleurs souvent. Ouais. Et des refrains, c'était je t'aime. Donc moi voilà, donc j'écrivais pour les petites copines sur lesquelles, pour les quelques jolies blondes, voilà, c'était des trucs de gamins, quoi. Et voilà, et c'était que tu as gardé. Alors, je sais que ma maman en a gardé. Quand ma mère est partie, je sais que beaucoup de choses ont été saccagées dans sa cave. Je sais qu'elle avait des cassettes de ça. Je suis pas sûr. Moi, je me souviens de quelques trucs. Je me souviens de quelques débuts, mais c'était maladroit. Enfin, c'était de pâles copies de ce qu'on écoutait à l'époque, de très très mauvaises copies de C. Jérôme, de Frédéric François, de Crazy Horse. Tu sais, pour te faire rire, parce que je connais la dérision qui est la tienne. J'imagine ta maman qui vient d'écouter la cassette et qui te dit Frédéric,
Tu veux vraiment pas avocat? Non, alors c'était pas ça. Médecine? C'est bien, mon fils. C'est bien, mon fils, c'est joli. Non, ils étaient encourageants. C'est bien, mon fils. Mais tu sais que tu as une interrogation de mathématiques demain. Tu sais, demain, c'est très bien, mon fils, c'est très bien, mais ils n'étaient pas du tout décourageants. Ça, c'est formidable. Ils n'étaient pas décourageants. Ils me prenaient pour un fou, mais ils n'étaient pas décourageants. Ils n'étaient pas décourageants. Quand à 18 ans, je passe, pour moi, dans l'écume, je rentre à la maison, j'ai un contrat à l'écume. J'ai aucun contrat, on partageait la recette. L'écume, c'était un cabaret. C'était un cabaret, c'était un bar à chicha. Dans le 14e arrondissement, il y avait un escalier pour descendre, je te jure Thierry. Un escalier en colimaçon. Ouais. On a fait venir toute la famille, les vieilles tantes, ma grand-mère qui avait déjà 90 ans. La pauvre, au péril de sa vie, ils ont descendu le truc. Et papa, à l'époque, travaillait à l'usine. Il me disait, mon fils, mais tu es fou. Mais je n'en peux plus. Il restait, il avait peur. C'était mal famé le quartier. C'était dans le quartier de Montparnasse qui a été entièrement refait depuis. C'était mal famé, c'était vraiment mal famé. C'est là que tu allais chanter. Et j'allais chanter. Moi, mais je faisais l'Olympia, quoi. Je faisais l'écume. Oh, attends, dis-moi. Mais j'ai toujours pris ça avec aussi beaucoup de dérision. C'est-à-dire que à l'époque, même là, ça me faisait rire. Je voyais bien que c'était un bar pourri. Mais voilà, il me donnait. Le mec avait été bluffé. Incroyable. Il me donnait une chance. Voilà, vous venez pendant 3 soirs, vous nous amenez du monde et on partage les recettes. Donc j'avais ma guitare achetée à New York, mon Ovation. Mais je jouais comme de la guitare, je ne sais pas jouer, quoi. Donc je faisais un truc maladroit. Toute la famille venait. Ils étaient tous dubitatifs, mais ils venaient, ils descendaient tous l'escalier. Voilà, et mon père, jusqu'à 4h du matin, était assis sur les marches du truc. Ah là là. Je rentrais, il voyait bien que j'étais rentré, et lui, il allait embaucher à l'usine à 5h. Donc, il me traitait de fou, mais il me soutenait. Ah, c'est incroyable. Ça, c'est tellement important pour celles et ceux qui sont avec nous là en ce moment. C'est voilà, l'importance de la famille, du soutien, ça porte. Et puis voilà, j'ai de la tendresse pour eux parce que j'imagine tellement, mais il y en a tellement des familles comme ça qui ont des enfants qui imitent, mais pas très bien. Thierry, tu as participé au Festival d'Avignon en tant que comédien. Ouais. Combien on voit de troupes qui arrivent, de gens qui ont économisé de l'argent, où le papa, la maman, le frère, la sœur sont tous au camping à Avignon et ils distribuent les flyers pour que la petite salle louée à prix d'or, parce que généralement, plus c'est pourri et plus c'est cher, le hangar où la petite dernière ou le petit dernier joue, ils sont tous... Mais c'est tellement émouvant. Et on se dit que ces gens-là peut-être seront demain les Nathalie Baye de demain ou les Gérard Depardieu de demain. Bien sûr, voilà, exemple, voilà. mais c'est bien que tu n'oublies pas. Il m'est arrivé, tu sais, dans certaines interviews, je ne citerai pas les noms de ces personnes que j'interviewais, mais je faisais référence à leur début ou à leur première chanson. Alors certains... Tu sens un malaise. Certains étaient... Non, mais des gros succès, tu vois. Mais il fallait plus en parler, quoi. Mais non, mais ça, c'était... J'ai dit non. Alors qu'on doit c'est ça qui vous a lancé, quoi. Moi, quand je vois certains artistes massacrés sur scène, leur premier succès, genre... Bon, c'est ça que vous êtes venu entendre. J'ai envie de me lever, de quitter là. Je ne citerai pas de nom, ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps. Les gens attendaient ce succès de cet artiste-là, aux Francopholies. Et la personne vient, et à la fin, limite insultante. Bon, vous la voulez, celle-là ? Moi, je vais vous la faire. Et là, mais massacrant le truc, ouais. Mais t'as juste envie de l'attendre derrière la scène et de lui remettre une, quoi, tu vois. Non, ou de lui dire, tu peux pas faire ça, parce que c'est grâce à cette chanson qu'était ce soir aux Francopholies. Mais c'est pas bien, quoi. Quel mépris, tout ce parcours. Alors, dans la série, cet homme est un fou furieux, est un inconscient. Dans les débuts, je vais te montrer quelques photos, ouais. Tu vas réagir, parce que voilà. Alors, ça, c'est dans le côté je n'ai peur de rien, j'y vais, il n'y a pas de raison. Et puis peut-être que cette femme... Et c'est notre mariage, ça. C'est la photo de notre mariage à Las Vegas. Voilà, monsieur va se marier à Las Vegas. On n'avait tellement pas de respect pour l'institution qu'on s'est dit, bon allez, on va se marier. Il fallait qu'on se marie pour d'autres raisons. Il fallait qu'on se marie pour pouvoir être parents, puisque... On y viendra voilà. Après. Donc il fallait absolument que nous arrêtions de vivre dans le péché. Donc au bout de 13 ans de vie dans le péché, on est parti se marier à Las Vegas. Et voilà, donc c'est un... Et qui vous a marié ? Ce que tu m'as dit.
Un type absolument, T'étais pas avec Elvis Presley ou... C'est ça, il y avait le matin, mon épouse Sabrina, le matin, je voulais lui faire une surprise. Je trouvais ça tellement kitsch qu'on soit là. Nos meilleurs amis avaient gardé, en fait, on devait se retrouver avec un couple de meilleurs amis à Las Vegas pour passer un petit peu de bon temps ensemble. Dans le mois d'août, on s'était dit, le 16 août, on se retrouve à Las Vegas. 16 août, c'est le jour d'anniversaire de la mort de Presley. Important pour l'histoire que je vais te raconter. Donc, Las Vegas, tu as autant d'Elvis Presley au mètre carré que de... Enfin, il y en a plein, des gros, des petits, des obèses, enfin, de toutes les périodes. Donc, je descends dans la rue, je laisse Sabrina se préparer. Vous êtes libre ce soir? Non, that's possible. Tonight, it's a birthday. Très bien, l'anniversaire de la mort d'Elvis Presley. Et je trouve un mec qui ressemblait à Elvis Presley, comme moi, au pape François. Un petit mec, un portoricain qui avait un accent. Fait, yes, I'm free tonight. Mais le mec, il ressemblait à Jiminy Cricket, quoi, tu vois. J'ai dit, how much? Il me dit, 100 $, et 50 more, I take picture. Le mec, il est venu avec un caméscope. On s'est mariés sous la plaque Las Vegas. Imagine l'autoroute A1 où il y a marqué Roissy, on était là en dessous sur ce truc, avec des voitures qui passent, et ce mec qui courait partout criant « Viva Las Vegas !» Nous, la voiture qui nous avait amenés, il y avait un peu de boisson dedans, on était pétés avec nos témoins, on trouvait tellement ça ridicule et sordide. On est descendu de la voiture, de la limousine, mais torché comme c'est pas permis. On avait un officier de français qui parlait français, qui nous a mariés, mais on n'a pas compris, on n'entendait pas pour les consentements, il y avait des avions qui passaient au-dessus. Et donc voilà, ça a été le mariage. Nous n'avions pas beaucoup de respect pour l'institution. Tu me fais penser à Very Bad Trip, tu vois. C'était vraiment ça. Tu te réveilles le lendemain, tu sais plus qui est cette femme. Non, là, si on se connaissait. Non, mais ça serait drôle. Mais on s'est mariés cette nuit. On s'est mariés cette nuit. On a dormi au Bellagio. On avait dîné avec nos témoins au Bellagio. À un moment, il y a eu les fontaines. J'ai dit, tu vois, j'ai réservé. C'était pour nous ce soir. C'était toutes les demi-heures qu'il y avait le ballet des fontaines. Mais tu sais qu'il y a des gens qui se marient à Las Vegas en pensant déconner et qui se retrouvent vraiment mariés. C'est un mariage qui est sérieux. Hein. C'est un mariage qui existe vraiment. C'est-à-dire que une fois que tu as dit oui, il suffit que tu renvoies ton petit papier au consulat de Los Angeles et 3 mois après, tu as ton livret de famille. Ah oui, donc il y a des gens qui pensent, voilà, et qui, là c'est donc... Sinon pour divorcer, tu vas à Reno. Là, c'est ça. Après tu vas où tu veux. Ouais. Tu te débrouilles. Tu te débrouilles. Alors tiens, une autre photo. Ça c'est important. Ça c'est le monsieur qui fait qu'artistiquement, depuis tant d'années, j'existe. Je l'aime pas comme mon producteur, je l'aime pas comme un ami, c'est au-delà, c'est bien au-delà de ça. Il s'appelle Gérard Davoust, c'est mon éditeur depuis, je compte plus. C'est lui qui m'a fait signer mon tout premier contrat en 1983. Un contrat, j'ai fait un premier disque, j'en ai vendu 2, ce qu'on appelle un succès d'estime, tu sais, 2, à ton père, à ta mère, mais il était déjà là. Et j'adore ce monsieur et on a parcouru toute la vie, enfin une grande partie de nos vies professionnelles. Il y a eu des petits moments où on s'est un peu moins vus, puis on s'est toujours retrouvés. Mais tu lui as offert une chanson. Je lui ai offert une chanson et puis lui m'a offert, outre sa rencontre qui est déjà un cadeau, un autre cadeau qui est la rencontre avec Charles Aznavour, puisque ce monsieur dirige les éditions Raoul Breton, qui est une des plus belle maison d'édition en France. C'est mythique, c'est culte. Il y a tout Traîné, il y a tout Charles Aznavour, il y a beaucoup de Francis Lemarque, il y a du Piaf, enfin voilà, j'en passais des meilleurs, Linda Lemay et Serge Lama. Et donc, alors attends, on va rester sur Charles Aznavour parce que quand même c'est la rencontre. C'est incroyable pour vous rendiez compte quand même que ce parcours de Frédéric Zetoun est incroyable parce que c'est une volonté, c'est la dérision sur ton handicap, c'est l'envie farouche d'aller au bout de ton rêve pour pas que ce soit les autres qui s'en emparent. Ça, c'est un autre point commun que nous avons. Ouais. J'en connais un autre, moi. Même si c'est compliqué, même si c'est difficile, c'est d'y croire toujours. Et puis, la rencontre avec Charles Aznavour. Ça, c'est magique. Qui sera là, je crois. Tout le temps. Jusqu'à la fin. Jusqu'à 15 jours, 3 semaines avant son départ. Nous avons enregistré cette chanson, ce texte qu'il avait accepté de mettre en musique. Une chanson qui s'appelle Bien au contraire.
On a tourné un petit EPK avec lui. Un petit EPK, c'est comme un petit clip. Juste 3 semaines avant 3 semaines exactement. Nous avons tourné ces images le 6 ou le 7 septembre 2018. Et Charles a tiré sa révérence et sorti de scène le 1er octobre 2018. Donc vraiment 3 semaines avant. Et c'est le dernier enregistrement qu'il ait fait. Il m'avait dit, si vous enregistrez cette chanson, Gérard lui avait demandé, on va faire un disque de duo avec Fred. Il y a des gens pour lesquels il a déjà écrit qui vont venir chanter avec lui. Et puis, il y a cette chanson que il a fait les paroles, vous avez fait la musique. Est-ce que vous accepteriez de venir chanter ? Il avait dit oui. Oui, mais venez m'enregistrer chez moi dans le sud. Donc, on est parti un matin avec Gérard Capaldi, qui depuis réalise tous mes albums, avec tout le matériel pour enregistrer. Charles Aznavour avait porté fièrement 94 printemps. C'était au mois de mai. Nous avons fait les images au mois de septembre, mais la voix était faite au mois de mai. On est arrivé dans une demeure où il était un peu seul. J'ai toujours cette image d'un monsieur seul avec Momo, son secrétaire. Et puis des pièces en enfilade. Et au bout de ces pièces en enfilade, un Charles Aznavour, donc je vous le rappelle, 94 ans, impeccablement habillé, avec des souliers de ville chez lui, avec les souliers vernis, les bretelles. Et il était en train de classer ses chansons par pays. On aurait dit, tu sais, le jeu des 7 familles quand tu mélanges. Ouais. On arrive, on dit, donc ça c'est le Japon. Et il classait ses chansons. C'est là que tu te sens, tu te dis, tiens, bon, il y a encore du chemin. Là, tu te dis, oh là là, quel parcours. Mais quel parcours et quelle humilité, quelle gentillesse. Quelle gentillesse. Ce monsieur, qui était l'artiste du siècle, vraiment, il n'y a pas beaucoup d'artistes français qui ont leur étoile sur le Hall of Fame d'Hollywood. Je lui avais dit, qu'est-ce que ça vous a fait, Charles, d'avoir... je déteste faire le commerce de l'amitié, surtout quand les gens sont plus là. J'avais un profond respect quand je lui parlais, vraiment, j'étais dans mes petits souliers, mais c'était pas mon ami. Grâce à Gérard, on a pu déjeuner quelques fois ensemble, j'ai pu le rencontrer, j'ai pu l'interviewer plusieurs fois, mais c'était pas mon ami, c'était quelqu'un... On m'a dit qu'il m'aimait beaucoup, moi je l'adorais, mais c'était pas mon ami. Donc les confidences de quand vous alliez manger au restaurant et que vous aviez Charles Aznavour, en face de vous, vous n'aviez qu'une envie, c'était de vous taire et de l'écouter. Et lui, c'était tout l'inverse. Il vous posait des questions. Alors dites-moi, on en est où ? À l'Alhambra, hier, on a fait 50 personnes. Pourquoi ? Et vous, Charles, qu'est-ce que ça vous a fait, l'étoile ? L'étoile, j'ai pas sauté au plafond. Même si j'avais sauté au plafond, c'était en plein air. Bon, et votre concert hier, parce qu'il arrivait, il avait 92, 93 ans. Il est arrivé de Tokyo. Le concert hier, s'est passé comment à Tokyo ? C'était un concert avec des Japonais. C'est-à-dire que le mec, je te jure, il était d'une humilité. Alors, il tournait tout à la dérision. Je ne sais pas s'il a toujours été comme ça, mais moi, je peux dire que les dernières années de sa vie où je l'ai fréquenté, une humilité, une leçon de vie à chaque fois. Une leçon de vie et s'intéressant aux autres. Tu vois la photo qu'on voit là. On peut citer le restaurant, c'est à Place des Ternes, une grande brasserie qui est à la Place des Ternes. Ce jour-là, il y a toute la batterie de cuisine qui est passée pour prendre une photo avec lui. Et à un moment, le maître d'hôtel vient dire « Monsieur Aznavour, ça ne vous ennuie pas, on a beaucoup de petits commis, pour eux c'est important. » Je dis « Aucun souci, ils viennent. » Alors je continue à manger, ils viennent, ils s'assoient, ils prennent la photo. Donc les gens venaient, on était en train de bavarder, Gérard Davoust était à côté, moi j'étais en face de lui, lui il était là. Ouais. Les gens venaient, ils s'asseyaient, puis au bout d'un moment, au bout du 10e, je lui dis « Charles, ça ne vous ennuie pas, vous êtes en train de manger ?» Il me dit « Vous voyez, tout ce que j'ai dans la vie, je leur dois. Alors ils peuvent me prendre des photos quand ils veulent, quand je mange, quand je dors, quand ils veulent. Je leur dois tout, donc c'est bien normal que je me prête à ce jeu-là. » Il aurait pu dire « Je suis fatigué, laissez-moi manger tranquille. Ouais. » Pas du tout. Mais ça, pour moi, c'est une leçon. Il y a des personnes qui te marquent comme ça. Il y a Jacques Martin, il y a Gérard Davoust, qui est là et qui est bien là, et que Dieu me le laisse jusqu'à 120 ans, comme on dit chez nous. Et puis Charles. Voilà, c'est vraiment les 3 rencontres qui m'ont profondément marqué. Ça, on va laisser Charles Aznavour tranquille et on pense à lui, évidemment, parce que alors là, oui. Franchement... Et on peut le réécouter quand vous voulez. Oui. Hein. Tu as évoqué Jacques Martin, ça c'était un moment important quand même. Hein, parce que c'est... Le virage. Oui, c'est ça, c'est le virage. Tu arrives avec ton fauteuil, j'ai cru comprendre que ça bardait dans les bureaux.
Et toi, petit Frédéric Zetoun qui débute, te dis, mon Dieu, il y a quelqu'un qui sort du bureau, je lui dis, bonne chance. Allez-y, bon courage, bon courage. On se croise comme dans un film, dans le grand couloir qui est venu. Le bureau de Jacques, il y avait tout un cérémonial, il y avait le grand couloir de l'Empire, enfin, des bureaux de l'Empire qui étaient au-dessus du théâtre, et Jacques était toujours, son bureau était le dernier. On savait que quand il nous appelait, on avait le temps de traverser le couloir pour se demander ce qui allait se passer. Et là, et Laurent Gérard, débutant, je le croise, il me fait « Bon courage, il n'est pas commode aujourd'hui ». Moi, j'avais entendu pendant une demi-heure dans la salle d'attente vociférer, des noms d'oiseaux qui volaient et tout. Putain, mais c'est un gag. Enfin bon. Et là, il me reçoit et il me dit, j'ai 5 minutes à vous accorder. Moi, je venais pour un livre. J'écrivais un livre sur les années 70, sur les mots-clés des années 70, sur les mots marquants, le petit dico des 70s. Et à la lettre P, je voulais faire le petit rapporteur, qui était l'émission qui avait bouleversé l'humour à la télévision. Ouais. Et qu'est-ce que vous voulez savoir ? Voilà, le petit rapporteur, donc vous me confirmez bien, une idée de machin, le réalisateur Bernard Lyon, enfin, je vérifie 2-3 trucs. Vous en savez plus que moi, vous en savez plus que moi. Et dites-moi, Zetoun, c'est breton? Je dis oui, pas tout à fait, mais dans le Finistère Sud. Et je me dis, ce mec est fou, ce mec est taré, quoi. Mais donc vous êtes juif, vous connaissez la Torah? Jacques, écoutez, monsieur Martin, non, pas vraiment. Enfin, oui, j'ai fait ma bar mitzvah comme tout le monde. Vous êtes donc un mauvais juif. Vous avez le plus beau texte, le plus beau texte de tous les temps et vous ne l'étudiez pas. Là, il commence à me brancher sur la Torah. Je me dis, là, on est chez les fous. Ça y est, on est parti. Vous connaissez la psychanalyse? D'ailleurs, les juifs ont tout inventé. La psychanalyse. Vous savez que je psychanalyse mes amis? Et là, tu te dis, ça y est, on est rentré dans la 5e dimension. Et ça va durer combien de temps? 2 heures. Les 5 minutes durent 2 heures. Et à la fin? Et à la fin, il me dit, on va se revoir très vite. Et je me dis, oui, bien sûr, bien sûr. Je reprends mes stylos. J'ai dit, le mec est fou, mais je me marre bien. Je ne sais pas que je passe un entretien d'embauche. Je ne peux pas imaginer que je passe un entretien d'embauche. Et il me ramène à l'ascenseur. Il y avait un ascenseur, puis après démarche, et je savais qu'il fallait que je me débrouille pour descendre ensuite. Je voulais surtout pas qu'ils me suivent. Je voulais pas qu'ils voient ma difficulté à. J'ai appelé des gens. Il y a des gens qui passaient devant le théâtre de l'Empire. Je leur ai fait signe de venir m'aider. Il ferme la porte et il rouvre. Mais comme dans un film, il rouvre la porte et il fait « Je vous dis à très vite ». Et je lui dis, mais ne vous inquiétez pas, monsieur Martin, les pages que j'écris sur vous, c'est vu avec votre assistante, Babette Gage. J'enverrai à madame Gage les pages. Je m'en fous de ce que vous écrivez, mais je vous dis à très vite. Et il reclaque la porte. Et je rentre et je dis à celle qui allait devenir mon épouse, j'ai rencontré un fou aujourd'hui. Tu sais, pour mon bouquin, j'avais enfin un rendez-vous avec Martin, parce que le rendez-vous avait été reporté 3 fois. Et je dis, ce mec est fou. Enfin, Et puis il me rappelle 3 jours après, vraiment 3 jours après, Babette Gage, bonjour, monsieur Zetoun, oui, ça va? J'avais oublié un papier, un stylo, tu vois, oui, qu'est-ce qui se passe? Je n'ai pas encore eu le temps d'écrire, mais je vous envoie les... Non, c'est pas pour ça. Vous avez bien rigolé avec Jacques? Je dis oui, j'avais bien rigolé, oui. Et je peux vous le passer? Oui, bien sûr. Et je suis interdit, quoi. Je me rappelle, c'était un vendredi, la veille c'était un jeudi de Pentecôte. C'était un vendredi, moi j'étais en train de gratter pour finir mon bouquin. Bonjour, c'est Jacques Martin. Dites-moi, vous m'avez bien fait rire. Oui, merci, c'est gentil, vous aussi. Vous venez travailler avec moi à la rentrée? Monsieur Martin, je bossais à Europe 1 à l'époque. J'ai un boulot à Europe 1. Oui, je sais, Europe 1, je m'en occupe. Vous venez travailler avec moi à la rentrée? Vous avez 3 minutes pour me répondre. Là maintenant, vous me répondez tout de suite. Monsieur Martin, dites-moi, pour faire quoi? Je vous ai dit, vous venez travailler avec moi à la rentrée? Oui ou non? Et là, le ton se fait. Et comme je le jure que c'est vrai, je le jure. Mon épouse était témoin. Et je dis, bah oui, allez, oui, je viens. Très bien, lundi, donc c'était le vendredi, lundi 13h à mon bureau. Et lundi, j'arrive. C'est quoi? Vous savez écrire des chansons, vous devez savoir écrire des sketchs. Mais j'en ai jamais fait. Oui, parce que dans l'entretien, je lui avais dit que j'avais fait une chanson pour Enrico Macias, qu'il adorait. Et puis il me dit, vous travaillez dans la pub à Europe 1, vous allez écrire des fausses pubs. Et puis très vite, je vais vous mettre à l'antenne. C'est pas parce que vous êtes dans un petit fauteuil qu'il faut pas qu'on vous voit. Vous avez une bonne gueule, je vous mettrai à l'antenne. Puis on va se tutoyer. Je vais te mettre à l'antenne. Oui, non, tu m'appelles Jacques et tu me tutoies. Je te jure, Thierry, moi j'ai 30 balais, quoi. Je démarre on démarre, quoi. D'ailleurs, tu vas voir Paul Cousin et tu vas signer un contrat. Incroyable. Je sors, je vois Paul Cousin.
Ça, le mec, Paul Cousin, c'était Droupi, tu sais. Ouais, Il c'était fait- un des membres. C'était Paul Cousin qui avait été le patron de Science et Vie, qui avait Ouais, été le ouais, patron, et qui était un peu l'âme damnée de Jacques, quoi, son souffre-douleur. Il me fait vous êtes sa nouvelle lubie. Je dis oui. Vous savez, il est fou, hein. J'ai dit, mais j'ai vu. Vous signez, il me donne un chiffre. Je dis par mois, c'est bien. Par mois, par semaine. Là, bah, ça dis change donc. toute ma vie. Bah, Là, oui. là, t'es au casino et tu viens d'avoir le rouge père et passe, quoi, tu Bon. vois. Voilà. Frédéric, je voudrais te montrer une photo d'un petit bonhomme. Je sais pas si Dis-moi. ça devrait. Oh, Un autre, ça c'est toi, mais il y en a un plus petit. un plus petit encore. Oui, oui, oui. Parce que tu as adopté. Oui, Voilà. c'est Ouais, c'est notre fils. C'est notre fils. Oui. Et tu vas voir pourquoi je te dis ça. Oui. Et il a quel âge aujourd'hui? Il a 16 ans et demi. 16 ans et demi. Et le petit bonhomme a 16 ans et demi. Voilà. Et, Il mesure 1m85. oh là là, je sais, je l'ai Tu l'as croisé. C'est Simon. C'est Simon. Et Simon, tu m'as fait un très beau cadeau. Tu m'as fait un très beau cadeau. Le jour où nous avons été parents, le lendemain, j'étais avec toi en plateau. Et tu m'as fait la surprise d'annoncer aux téléspectateurs l'arrivée de Simon. ben, Ça, tu vois, je t'en parle encore. Voilà. C'est merci. alors Simon, il a, oui, oui, j'ai vu sa photo au tout bébé, il était mimi comme tout. Hein. Mais il est toujours très Ouais, mimi. oui, mais il a 16 ans et demi. Il a Quoi. 16 ans et demi. Et tu t'en as suffisamment parlé tout à l'heure de l'adolescence. Oui. Sur ton prochain album, qui est formidable, tu traites différents aspects de notre vie Oui. de tous les jours, amoureuse, les embarras, nos mauvais côtés, etc. Et tu as fait une petite chanson à notre adolescent. Enfin non, adolescent. Il a des bras trop grands et des pulls un peu larges. Les bourgeons du printemps ont fleuri son visage. Son allure de girafe, son air jamais pressé, lui confère une classe dont il n'a pas idée. Mon adolescent adoré, t'as pas fini de te chercher, de raturer, de provoquer. Tu n'as pas fini de pousser. J'ai pas fini de rigoler. Ces semelles de plomb, le poussent jusqu'au lycée, où les profs et les pions sont tous un peu barrés, et là les jours s'ennuient tout près du radiateur. Heureusement il y a les filles pour les récrés du cœur. Mon adolescent adoré, t'as pas fini de te chercher, de raturer, de provoquer, tu n'as pas fini de pousser. J'ai pas fini de rigoler. La suite est sur l'album, voilà. Ah ouais, ouais, ouais. Il va sortir quand l'album? Et l'album, il vient de sortir, Il est tout chaud, il est sorti il y a 2 jours. Et vraiment, il y a des chansons que vraiment j'ai pris plaisir à écouter, Thierry. parce que c'est jamais évident, pour revenir à ce que te disait Jacques Martin. Vous allez écrire, faire un peu d'humour, tu arrives à marier tout ça, quoi. Tu fais une chanson sur nos travers, tu sais, quand on se réveille le matin, qu'on est devant le miroir et qu'on se dit là, hier soir, t'as pas été terrible, hein, quand même. Sur nos grands moments de solitude. Les grands moments de solitude. Il y a des chansons, des chansons sur l'amour. Je pense que Sabrina est jamais loin. Non, Ouais. puis sur l'amour, sur les difficultés aussi de l'amour au long terme, c'est pas toujours évident de tenir la barre et le gouvernail. Et tu sais, je propose à mes invités Oui. quelques mots comme ça. D'accord. Et je vais t'en proposer un qui va être, que je trouve intéressant. Gentil. Et Gentil, c'est le titre d'une chanson Gentil du prochain album. Il y a un truc qui peut vraiment me mettre en colère, c'est que ce mot-là est devenu aujourd'hui un mot grossier. Pour moi, c'est un des plus beaux mots de la langue française, de dire de quelqu'un qu'il est gentil. C'est pas un imbécile, un gentil. C'est un gentil, c'est quelqu'un qui a décidé, entre une porte fermée et une porte ouverte, qui a décidé d'ouvrir la porte. Et puis il y a des gens qui vous coincent les doigts dans la porte aussi, mais ça, c'est un autre problème. Un gentil, c'est quelqu'un qui a le choix de faire du bien ou du mal, et il y a des gens dans la vie qui sont comme ça, qui sont plutôt gentils, qui cherchent toujours à arranger votre affaire, quoi, en fait. Et j'en avais marre de voir que ce mot était un peu tombé en désuétude, et qu'aujourd'hui, gentil, ça voulait dire un peu couillon, quoi. Et brave, il est bien brave, il est gentil. Et ça m'énervait, donc j'en ai fait une chanson. Alors qu'il y a quelques années, il y a quelques siècles, il y avait Un gentilhomme. un gentilhomme. C'était quelqu'un, un gentilhomme.
Voilà, et ça, tout est dit, hein, un gentil homme, un homme gentil. Un homme Non, gentil, c'est pas forcément quelqu'un qui est un imbécile. voilà, on m'a souvent dit que j'étais très très gentil. Ça m'empêche pas si jamais on t'emmerde, si jamais. Ah, mais toi, Ah bah, toi, t'es un vrai gentil, et ouais. t'es un vrai gentil qui sait vraiment se faire respecter. Je t'ai rarement vu en colère, mais je t'ai vu de temps en temps, je me souvenir très précis, sur un truc où tu pensais qu'on t'avait manqué de respect, et où tu as su très gentiment remettre la personne Ouais. dans ses 22 mètres. Ou alors je me cache. Et là, je fais ça discrètement. Oui, J'attrape la personne oui, et oui, oui. je me mets dans un petit coin. Et tu dis Et les là, mais choses. personne ne le voit. Et tu dis les choses. Et là, je peux te dire que là, ça fait mal. Et là, ça défonce. Ce mec est fou. Ouais, j'en ai des mots. Ennui. T'as connu ça? L'ennui, non. C'est rare. J'ai pas le loisir de m'ennuyer, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps de m'ennuyer. J'ai pas le temps de m'ennuyer. Même en vacances, j'ai toujours un truc à faire, j'ai toujours un texte à finir, j'ai toujours. Non, non. Politesse. La politesse, c'est quelque chose d'important. Et je pense que la première des politesses, c'est de ne pas emmerder les autres avec ses ennuis. Ouais. Franchement, je déteste les gens qui viennent et tu leur as à peine dit bonjour, qui, telle une benne à ordures, te mettent tout sur la tête Ouais. avant de demander même toi comment tu vas. Alors tu sais pas, j'imagine. Non. Moi, je pense que quand on vit dans une société, ces ennuis le matin, quand on arrive dans une collectivité, le minimum de la correction, c'est de laisser ces vagues à l'âme dans la boîte à gants, quitte à les retrier après. Mais Ouais. on laisse ça au parking. Mais on en connaît des gens qui arrivent et qui déversent comme ça. J'aime pas. Performance. Moi, pour la performance, m'ennuie. La performance, je sais qu'en ce moment, c'est la mode, c'est bientôt les Paralympiques. Ouais. Il y a tout un discours. Moi, il n'y a rien à dire. Enfin, un athlète qui soit debout en fauteuil roulant, un athlète est un athlète et c'est une performance formidable. Je n'aime pas ce regard qu'on a sur la performance des personnes en situation de handicap quand elles masquent tout le reste. J'ai dit il n'y a pas très longtemps sur une grosse radio nationale que voilà, on était en train de nous bassiner les oreilles avec les Jeux Olympiques, les Paralympiques à Paris. Moi, je dis qu'aujourd'hui, en situation de handicap, c'est les Jeux Olympiques tous les jours à Paris. C'est la performance, elle est tous les jours. On n'a pas besoin d'organiser des Jeux Olympiques pour que ce soit une performance tous les jours. Moi, la performance, je pense que la plus belle des performances, c'est déjà d'arriver à poursuivre ses rêves. C'est ça, Ah ouais. c'est ça la performance. De faire ce que tu fais. Bah, Tu seras bientôt sur scène. le 17 décembre prochain, au Trianon, Ah, bien. c'est une jolie salle. Le Trianon, on a commencé là-bas. J'ai mon tout premier spectacle. Toutes les chansons ont une histoire. Où tu étais venu nous voir d'ailleurs, Ouais, Thierry. ouais, ouais. C'était un premier spectacle qui avait la fraîcheur et la maladresse des tout premiers spectacles. On l'avait joué là-bas. Puis il y a eu aussi l'histoire du Du petit gif Gif à roulette, qui a bien roulette. marché, ça, qui a bien marché avec un sax. C'était formidable. C'est là où moi je te dis merci de faire tout ça pour celles et ceux qui n'osent peut-être pas faire tout, qui n'ont peut-être pas la chance, les moyens, mais enfin voilà, qui sachent qu'on pense à eux et qu'à travers notre rencontre, voilà, on essaie de vous envoyer comme ça des bonnes ondes. Et je précise quand même que quand sur scène, tu es quand même accompagné par des petits camarades assez sympathiques. Ah bah là, il y a, Il y a Yves Duteil, il y a Frédéric François, il y a... Non, Frédéric ne sera pas là pour Mais la parmi prochaine. ceux qui Oui, t'accompagnent. qui m'accompagne. Là, dans le spectacle du Trianon, je peux l'annoncer parce qu'il m'a autorisé à l'annoncer. Dans les gens que j'ai cité Gérard Davoust, Charles Aznavour, Jacques Martin. Je voudrais rajouter une personne, Yves Duteil. Yves est d'une fidélité en amitié. C'est un peu mon grand frère d'écriture. Ouais. J'aime bien avoir son avis sur mes textes. Moi, quand je révisais mon bac, je révisais avec le transistor et on écoutait les premières chansons d'Yves Duteil. C'est un monsieur qui est exactement à l'image qu'il donne à la télévision, cette espèce de type classe, bien élevé, généreux. Il est ça dans la vie. Et c'est quelqu'un qui m'encourage beaucoup et il sera là. Il sera là, comme souvent quand on fait un spectacle à Paris. Il m'a promis qu'il serait là le 17 pour venir faire un petit duo avec moi.
Et tu fais toujours tes chroniques sur Télématin. Une fois par semaine. Une fois par semaine, le samedi matin, je fais Shabbat matin. Mais ce qui me fascine, c'est que on se connaît bien. C'est que tu vas aux Francopholies, tu vas à Avignon, tu vas tout ça avec ton fauteuil, tout Mais ça c'est la vie, Thierry. avec tous les. Et on n'a pas le tous- choix. C'est pas un choix, c'est où tu décides de vivre ou pas. Enfin, tu sais très bien que les handicaps, les choses les plus handicapantes ne sont pas forcément les handicaps qui se voient le plus. Tu le sais bien. Absolument. Tu le sais bien, tu as consacré 2 ouvrages à ça. Et on a tous des choses à dépasser, visibles ou pas. On a tous un chemin de résilience à trouver. Moi, honnêtement, j'ai aucun mérite. Le seul choix que j'ai fait dans la vie, grâce à mes parents et à ma famille, c'est de vivre. Donc, une fois que tu as fait ce choix-là, bah, tu vas pas te lamenter tous les matins. Tu vas pas tous les matins remettre les choses dans oh, bah alors il va falloir que je prenne le train, puis ils vont me faire chier à la SNCF. Et puis, non, t'y vas. Et puis, bon, bah, s'il y a des gens sympas, ça se passe bien. S'il y a des gens pas sympas, bah, tu vas pousser, voilà, tu vas montrer un petit peu de caractère. Et puis voilà, ce qui compte, moi aujourd'hui, ce qui compte pour moi, c'est de vivre la vie que j'ai envie de vivre. C'est ma seule religion. C'est magnifique ce que tu viens de dire là. Tu as voulu vivre. Bah, C'était la conclusion de notre entretien. Tu vois, quand je t'ai demandé, tu ne devrais pas être là. Tu as voulu vivre. Et on m'y a beaucoup aidé. Et tu vis des choses incroyables. Tu vas conclure cette émission Oui. avec je t'ai dit merci. Bah, c'est moi toi qui qui te vas dis dire merci. s'il vous plaît. Voilà, tu vas regarder la caméra. La caméra qui est là. Et je vais te laisser, tu dis ce que tu veux. Alors, c'est un s'il vous plaît aux gens qui ont en charge la destinée de l'État, aujourd'hui ou demain. S'il vous plaît, faites que le monde soit un tout petit peu plus fait pour tout le monde. Il y a aujourd'hui des gens qu'on laisse un petit peu sur le côté, des gens qui voudraient travailler, des gens qui voudraient être intégrés à la société, des gens qui ne veulent pas forcément rester chez eux en touchant une pension handicapée adulte, pour reprendre le nom de cette pension, qui veulent juste bosser. Il faudrait peut-être un petit peu favoriser. On est dans une société en France qui préfère assister qu'inclure. On nous parle de l'inclusion tout le temps. J'aimerais bien que cette inclusion ne soit plus un vain mot et que vraiment elle existe, que les entreprises qui se doivent d'embaucher des personnes en situation de handicap le fassent vraiment, que les restaurants qui se doivent d'être accessibles le soient vraiment. Voilà, que le monde soit un petit peu plus fait pour tout le monde. Et ça n'est qu'un choix politique. Donc je parle aux gens qui ont la destinée de notre pays aujourd'hui, qui l'auront peut-être demain, aussi au futur qui arrive. Faites un peu, s'il vous plaît, encore une fois, que le monde soit un petit peu plus fait pour tout le monde. Merci, Frédéric. Merci Thierry, c'était un bonheur. Frédéric Zetoun, dans son fauteuil d'artiste, un livre formidable. Ce que Frédéric vient de nous raconter, c'est un quart de ce que vous allez découvrir dans ce livre. Le nouvel album avec vraiment de très 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 belles chansons. Et puis je t'attends au Trianon, le 17 décembre. Ouais. On se fait un petit duo. Et puis après, voilà, on chante une chanson tous les deux. Chiche. Ah bah oui. Chiche. Ah oui, chiche. Alors là, il y a des millions de gens qui nous ont vus. Des millions de gens. Thierry Beccaro sera le 17 décembre prochain au Trianon. Chiche. À bientôt, on va pas se quitter comme ça. À bientôt sur les réseaux sociaux. Vous pouvez retrouver Frédéric Zetoun, votre serviteur. Et puis régalez-vous. Et à la prochaine fois pour un autre entretien. Voilà. Merci Thierry.